Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc après que j'ai lancé la partie théorique concernant le NAT, ce qu'on appelle le Network Address Translation, donc aujourd'hui on va aborder la partie pratique, dans laquelle on va savoir comment configurer cette technologie, ce qu'on appelle normalement le NAT. Donc pour cette raison, donc j'ai choisi pour vous normalement cette topologie qui va nous permettre bien sûr de savoir le fonctionnement et la configuration du NAT. Donc cette topologie bien sûr, ou bien cet atelier, on va l'aborder bien sûr en trois étapes. Donc on va le diviser en trois sous-ateliers. Donc il y a l'atelier 1, le NAT statique, l'atelier 2, le NAT statique PAT, et l'atelier 3, le NAT dynamique. Donc je vais commencer par expliquer bien sûr la topologie. Donc la topologie tout simplement elle est composée d'un réseau local, ce qu'on appelle normalement l'inside, et d'un réseau externe bien sûr, ce qu'on appelle bien sûr l'outside. Donc le réseau local il est composé de trois machines. Il y a un serveur web dans lequel j'ai configuré le service web, et également j'ai configuré le DNS pour la résolution de nom. Donc c'est pas notre sujet, donc il s'agit normalement d'une configuration que j'ai effectuée seulement pour faire des tests par la suite normalement, de la configuration du NAT. Donc il y a également un serveur dans lequel j'ai installé Windows Server 2012, et il y a une machine cliente Windows 10. Donc toutes ces machines bien sûr appartiennent au réseau 192.168.1.0. Au niveau de l'extérieur bien sûr, c'est-à-dire au niveau du réseau extérieur, on a l'adresse réseau 11.0.0.0/24 qui représente bien sûr le réseau étendu. Donc on a deux routeurs, un routeur de périphérie pour le réseau local et un autre routeur que j'ai appelé ISP, c'est-à-dire Internet Service Provider, c'est-à-dire votre fournisseur d'accès Internet. Et une machine distante, Windows 7, qui appartient à notre réseau, à savoir le 10.0.0.0/24. Donc la première chose à faire bien sûr, on a besoin de configurer les interfaces du routeur. Donc et également on a besoin de configurer le routage. Donc on commence par la configuration des interfaces du routeur. Donc sur le routeur R1, donc on va faire config terminal, donc config terminal, donc on va faire interface, donc face Ethernet 0/0, donc on va faire IP adresse. Et ce routeur, on va lui donner 192.168.1.1 avec un masque sur réseau 255.255.0, et on va activer bien sûr l'interface no shutdown. On va faire exit et on va configurer bien sûr la deuxième interface, donc interface. Cette fois-ci c'est l'interface sérielle 1/0. Donc on va lui donner IP adresse 11.0.0.0.1, donc un masque sur réseau et no shutdown. Voilà, donc voilà, j'ai configuré les deux interfaces de routeur. Bien sûr vous pouvez voir la configuration de vos interfaces en utilisant la commande show IP interface brief. Voilà, donc vous avez ici deux interfaces qui sont actives bien sûr normalement, qui sont activées administrativement, à savoir la première interface on lui a donné 192.168.1.1 et la deuxième interface on lui a donné 11.0.0.1. donc la même chose on doit la faire bien sûr pour le deuxième routeur. Donc je passe normalement au deuxième routeur. Donc il y a également de deux interfaces qui ont besoin d'être configurées avec une adresse IP. Donc je commence par l'interface bien sûr face Ethernet 0/0, et je vais lui donner une IP, IP adresse 10.0.0.1 avec un masque sur réseau. Voilà, et no shutdown pour désactiver ou bien pour activer cette interface. Donc, et je passe à l'interface sérielle qui se trouve du côté du réseau étendu. Donc interface, donc serial 1.0, donc IP adresse donc 11.0.0.2 255.255.255.0, et bien sûr à la fin no shutdown pour activer cette interface. Donc bien sûr vous pouvez voir la configuration de vos interfaces donc en faisant show IP interface
brief. Donc la même chose, on a deux interfaces qui sont configurées correctement et les deux sont activés bien sûr. Donc la configuration d'interface, ça ne suffit pas pour assurer la communication entre les réseaux. Donc pourquoi? Parce que au niveau des routeurs, seulement les réseaux qui sont directement connectés qui s'insèrent automatiquement sur la table de routage. Donc à chaque fois qu'il y a un réseau distant, on a besoin de l'ajouter sur la table de routage. Mais de toute façon, moi je vais utiliser les routes par défaut. Donc c'est quoi une route par défaut? Bien, à chaque fois le routeur qu'il reçoit un paquet et que ce paquet normalement contient une adresse IP de destination qui appartient à un réseau qui ne se trouve pas sur la table de routage, donc le routeur bien sûr l'envoie directement sur l'interface que vous avez normalement spécifiée au niveau de la configuration de l'adresse de la route par défaut. Donc je vais commencer à configurer bien sûr cette route par défaut au niveau du routeur par exemple ISP. Donc avant je vais faire show IP route. Donc comme vous voyez seulement les réseaux directement connectés bien sûr qui sont apparus sur la table de routage. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire config terminal et on va faire IP route. Donc l'adresse par défaut c'est 0.0.0.0. Le masque également c'est la même chose et on va désigner l'interface serial 1/0 comme étant l'interface de sortie. Donc exit et on va voir encore une fois la table de routage. Donc comme vous voyez ici, il y a une route par défaut qui est ajoutée bien sûr à votre table de routage. Donc c'est une route par défaut statique. C'est pourquoi vous avez ici S étoile. Étoile, ça veut dire qu'il s'agit normalement d'une route par défaut. Donc on a besoin maintenant de configurer la même chose au niveau du routeur R1. Donc la même chose, donc on va lancer le routeur R1. Donc on va faire config terminal et après config terminal on va faire IP route. Donc l'adresse par défaut c'est 0.0.0, le masque sous réseau et bien sûr serial 1/0. Donc la même configuration qu'on a fait sur le premier routeur. Donc exit et on va faire show IP route. Donc lorsqu'on a fait ce IP route, donc regardez, on a trouvé qu'il y a une route par défaut qui est ajoutée sur la table de routage de ce routeur. Bon, maintenant on peut dire bien sûr que la communication ça se passe très bien entre toutes les machines bien sûr, quel que soit le réseau. Donc on va faire un petit test à partir de la machine Windows 7. D'ailleurs toutes les machines que vous voyez sur la topologie bien sûr se trouvent. Donc toutes les machines que vous voyez sur la topologie, ils se trouvent bien sûr sous forme de machines virtuelles sur le VMware. Donc regardez ici, ça c'est bien sûr c'est le serveur web, ça c'est le serveur Windows 2012, ça c'est la machine Windows 10, donc comme vous voyez ici, et ça c'est la machine Windows 7. Windows 7 se trouve sur le réseau 10.0.0.2, 10.0.0.0/24. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pinguer sur le serveur web par exemple, à titre d'exemple, donc 192.168.1.1. Donc ça marche très bien. Comme vous voyez ici, le TTL il est de 126, c'est-à-dire qu'on a passé par deux routeurs, c'est-à-dire on a fait deux sauts. Donc le TTL par défaut il est de 128. À chaque fois qu'on passe par un routeur, il est décrémenté par 1. Donc vous pouvez même voir normalement le parcours ou bien le chemin parcouru par le paquet jusqu'à ce qu'il arrive à la destination en utilisant la commande reset. Donc regardez, voilà. Donc comme ça vous pouvez voir bien sûr l'acheminement du message jusqu'à ce qu'il arrive bien sûr à la destination. Donc comme vous voyez, il est passé par la passerelle par défaut 10.0.0.1. Après il va passer par l'interface du deuxième routeur 11.0.0.1 jusqu'à ce qu'il arrive à la destination, à savoir le serveur web. Comme vous voyez ici, c'est le nom de machine SLV web. Bon, voilà, maintenant on a assuré la communication. Donc on va commencer par notre premier atelier, c'est-à-dire on va commencer maintenant les choses qui nous concernent, à savoir le NAT. On va commencer par le NAT statique, on va commencer par l'atelier 1. Donc atelier 1, on a besoin de configurer un NAT statique pour le serveur web avec une adresse IP publique 20.0.0.1 mappée sur l'adresse IP privée du serveur 192.168.1.100. C'est-à-dire, tout simplement, on va mapper l'adresse privée du serveur web sur l'adresse IP publique.
Donc le NAT statique il est généralement utilisé pour le serveur parce que chaque serveur ne doit pas partager son adresse IP publique avec d'autres machines, vu le trafic qu'il reçoit. Donc le test qu'on va faire maintenant, c'est de configurer le NAT statique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va accéder au routeur 1, c'est le routeur 1 qui représente le routeur de périphérie de notre réseau local. Donc tout simplement on va faire config terminal et on va configurer le NAT statique. Donc on va faire IP NAT. Donc vous pouvez toujours demander de l'aide. IP NAT par exemple inside, c'est-à-dire le réseau local. Donc inside source, c'est-à-dire l'adresse source, à savoir l'adresse du serveur web. Source, quel mode? C'est le mode statique. Et on va insérer bien sûr, si vous demandez de l'aide, il vous demande bien sûr d'insérer l'adresse IP du serveur web. Donc on va faire 192.168.1.100. Et bien cette adresse IP privée, il est normalement mappé sur quoi? Sur le 20.0.0.1. Donc à savoir que les adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. Donc si on veut bien sûr que notre serveur web soit accessible de l'extérieur, donc il faut mapper son adresse IP privée sur une adresse IP publique fournie par votre fournisseur d'accès. Donc comme ça on a configuré le NAT. Donc on aura pour que ce NAT normalement soit appliqué sur les interfaces du routeur, on doit désigner quelle est l'interface du routeur interne et quelle est l'interface du routeur externe. Comment faire? Eh bien tout simplement il faut accéder aux interfaces. Donc on commence par accéder à l'interface interne, à savoir l'interface face Ethernet 0/0, et on va écrire bien sûr IP NAT quoi inside, c'est-à-dire c'est l'interface interne du routeur. Donc on va faire exit et on va accéder à l'interface externe du routeur, à savoir l'interface serial 1/0. Et on va écrire de la même façon IP NAT, mais cette fois-ci outside, c'est-à-dire l'interface externe. Donc voilà, exit. Voilà. Donc on peut dire maintenant que notre NAT il est configuré. Et pour faire le test, bien sûr, on va faire un test d'accès au site web à partir de la machine Windows 7. Donc comme j'ai dit, on va faire normalement un test d'accès au site web à partir de la machine Windows 7 pour tester bien sûr la configuration de NAT qu'on a effectuée. Donc je vais me déplacer vers quoi? Vers la machine Windows 7. Donc avant de parler ou bien d'accéder bien sûr au site web, je vais vous montrer que j'ai normalement configuré d'avance le serveur web. Donc c'est un sujet qui ne concerne pas pour l'instant, mais de toute façon je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc tout simplement j'ai installé le service normalement de ZS, donc responsable bien sûr du service web. Voilà, donc quand vous voyez bien sûr à l'installation de ce rôle, à savoir le service de ZS, bien sûr, vous aurez un site par défaut, un site web par défaut, qu'on va utiliser bien sûr pour le test. Alors regardez, donc voilà, c'est un site par défaut. Donc après j'ai configuré le DNS pour la résolution de nom. Donc voilà, j'ai créé une zone DNS que j'ai appelée bien sûr formation inhibit.ma avec une zone inversée également. Voilà, donc vous avez dans la zone directe bien sûr vous avez un enregistrement CNAME, c'est pour donner un alias à votre machine. Donc www, ça représente bien sûr le nom de la machine serveur web, à savoir SLV web. Donc ça c'est entre parenthèses bien sûr, juste pour vous faire connaître bien sûr que j'ai effectué quelques configurations d'avance. Il ne faut pas perdre du temps bien sûr dans tout cela bien sûr au niveau de la vidéo. Pourquoi? Parce que notre sujet principal c'est quoi? C'est le NAT. Donc ça je l'ai fait seulement pour tester la configuration NAT. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas oublier bien sûr, donc puisque on aura besoin de la résolution de nom, il faut que cette machine doit avoir bien sûr une adresse IP DNS pour la résolution de nom. Donc regardez ici au niveau de la résolution de nom, comme vous allez voir, je vais utiliser l'adresse IP publique et non pas l'adresse IP privée du serveur web. Pourquoi? Bien tout simplement parce que les adresses IP privées ne sont pas vues sur le réseau extérieur, sur le réseau public, à savoir Internet. Donc on a besoin d'utiliser quoi? Une adresse IP publique. Donc, et on sait déjà que cette adresse IP publique, on a mappé, oui c'est ça, on a mappé l'adresse IP privée sur l'adresse IP publique 20.0.0.1, c'est-à-dire que cette adresse représente l'adresse IP privée. Donc on va faire OK,
fermé. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'accéder bien sûr à ce site web qui se trouve à distance. Voilà, on va faire www. Donc formation NIB1.ma. Donc quand vous voyez, hein, l'opération s'est effectuée avec succès, c'est-à-dire que cette machine, à savoir le Windows 7, elle a utilisé l'adresse IP publique pour pouvoir accéder au serveur web, même si le serveur web il est doté d'une adresse IP privée 192.168.1.100. Et on peut voir également ça au niveau du... On revient à la topologie. Au niveau du routeur, si vous faites exit et vous faites par exemple show IP NAT translation, c'est-à-dire on va voir bien sûr, ou bien on va afficher la table de traduction, donc on va voir bien sûr, donc je vais essayer normalement d'agrandir tout cela, voilà, donc voilà. Donc je vais chercher bien sûr le port 80 qui concerne bien sûr, voilà, regardez ici, c'est le port 80 qui concerne bien sûr le protocole HTTP, c'est-à-dire le serveur web. Voilà. Donc l'adresse IP que vous voyez ici, c'est l'adresse IP publique. Elle est mappée sur quelle adresse? Elle est mappée sur l'adresse IP privée 192.168.1.100. Vous allez me dire normalement quelles sont ces adresses IP qui apparaissent sur la table de traduction, ou bien il s'agit normalement des serveurs DNS racines. Regardez ici 53, c'est le numéro de port bien sûr du service DNS. Donc 198 par exemple, .32.64.12, c'est une adresse IP DNS racine. Il y a 13 serveurs racines au niveau mondial, donc qui sont insérés automatiquement dans la base de données DNS. Donc je vais vous montrer bien sûr cette base de données, même si c'est pas notre sujet, mais de toute façon il faut savoir d'où viennent normalement ces adresses. Donc je vais accéder au DNS, donc je vais faire tout simplement bouton droit sur le serveur, propriété, et vous aurez ici ce qu'on appelle les indications racines. Donc ici vous trouvez bien sûr tous les serveurs racines. En cas où la machine n'arrive pas normalement à résoudre l'adresse ou bien le nom de domaine localement, elle doit recourir à ce qu'on appelle bien sûr le serveur DNS racine. Donc ça c'est juste pour savoir d'où viennent bien sûr ces adresses IP qui apparaissent sur la table de traduction de votre routeur. Bon, donc comme vous voyez, on a réussi bien sûr à configurer le NAT statique. Donc maintenant on va passer à l'atelier 2 qui concerne bien sûr le NAT statique avec le PAT, c'est-à-dire ici on va utiliser deux technologies, le NAT statique avec le PAT. Donc première chose bien sûr, on va annuler les configurations qu'on a fait pour l'instant. Donc show alan, voilà, un pipe section NAT, voilà. Donc ici je vais voir bien sûr toutes les configurations qu'on a fait normalement concernant le NAT. Donc regardez ici. Donc vous avez IP NAT inside source statique, c'est la configuration qu'on a fait pour l'instant. Donc je vais annuler cette configuration. Donc on va faire no IP NAT inside, voilà, source statique 192.168.1.100 sur le 20.0.0.1. Donc je vais annuler normalement cette configuration. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit normalement tout simplement que cette adresse IP publique elle est en utilisation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais normalement vider la table de traduction. Donc tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire exit et je vais faire tout simplement clear IP NAT translation avec une étoile, c'est-à-dire je vais vider totalement la table de traduction. Donc à chaque fois j'arrête la vidéo parce qu'il y a un bruit du ventilateur. Donc après que j'ai vidé la table de traduction, donc on va éliminer la configuration qu'on a fait précédemment. Donc la même commande, no IPNAT inside source statique 192.168.1.100, mappé sur quoi? Sur le 20.0.0.1. Donc et je fais entrer. Donc maintenant ça passe très bien. Donc après qu'on a annulé bien sûr la configuration,
du NAT. On va passer au deuxième atelier, à savoir le NAT statique. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va faire la technologie de NAT et on va ajouter une autre technologie, ce qu'on appelle le PAT, c'est-à-dire Port Address Translation. C'est-à-dire cette fois-ci, on ne va pas changer seulement, ou bien on ne va pas modifier seulement l'adresse IP privée par l'adresse IP publique, mais également, on va faire également une traduction de port. C'est-à-dire le port cette fois-ci sera généré par le routeur lui-même. Et non pas, on ne va pas utiliser le port de la machine, mais le port généré par le routeur. Donc, première chose, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est très facile bien sûr. Donc on va faire config terminal et on va faire IP NAT. Voilà, inside toujours, hein, source, voilà, statique, c'est-à-dire toujours on configure le NAT statique. Donc on va choisir également le protocole utilisé par le service avec lequel on va faire un test normalement sur ce type de NAT. Donc le protocole qu'on va choisir pour l'instant, c'est le protocole TCP, Transmission Control Protocol. Donc l'adresse IP interne ou bien l'adresse IP privée du serveur web 192.168.1.100, le numéro de port du service, hein, qu'on va utiliser pour le test, à savoir le remote desktop, c'est-à-dire le bureau à distance 3389. Après l'IP public, à savoir le 20.0.0.1. Eh bien regardez, on va utiliser la même adresse IP publique pour accéder à deux serveurs à travers le bureau à distance, et on va donner normalement pour le serveur web le numéro de port 5000. Ça c'est la première configuration. Deuxième configuration, la même chose, donc seulement ici normalement au lieu de 192.168.1.100, on va faire .200, c'est-à-dire l'adresse IP de quoi? Du serveur dans lequel il y a le système d'exploitation Windows Server 2012. Et pour ce serveur, je vais choisir tout simplement, au lieu de 5000 comme port, le 5001. Donc, comme vous voyez ici, on a fait la modification de port. C'est-à-dire les deux machines, ils seront normalement accédés à travers via le bureau à distance, hein, par la même adresse IP publique. Donc on va procéder au test pour l'instant. Donc la première chose, il faut autoriser bien sûr le bureau à distance sur les deux serveurs. C'est ce qu'on va faire pour l'instant. Voilà, donc c'est très facile. Vous faites démarrer, ordinateur, bouton droit, propriété. Donc on va faire modifier les paramètres. Et vous avez ici utilisation à distance. Donc on va autoriser, hein, le bureau à distance sur cette machine. Bien sûr, chaque personne bien sûr qui veut accéder à ce serveur, il doit s'authentifier. C'est-à-dire, il doit fournir un compte d'utilisateur et un mot de passe. Donc je passe normalement au serveur Windows Server 2012. Donc la même procédure, bouton droit sur ce PC. Voilà. Donc propriété, modifier les paramètres. Et vous avez ici utilisation à distance et on va autoriser le bureau à distance. Voilà. Voilà. On applique et on fait OK. Donc maintenant, je vais me déplacer vers la machine Windows 7 à partir de laquelle je vais tester bien sûr le bureau à distance, c'est-à-dire je vais essayer d'accéder aux deux machines avec la même adresse IP publique et vous allez voir ça. Donc bouton droit, ou bien si vous voulez tous les programmes, et vous avez ici accessoires. Accessoires, vous avez ici connexion bureau à distance. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire 20.0.0.1, voilà, avec deux points, et vous écrivez le numéro de port concernant quoi? Concernant le serveur web. Voilà, donc on a donné le port numéro 5000 pour le serveur web. Donc on va insérer les données d'authentification. Donc ici on va faire le nom de la machine serveur web. Donc si vous faites ici CMD et vous faites hostname, donc vous allez trouver que c'est SLV Web, c'est le nom de la machine. Donc on va choisir le nom de cette machine, SLV Web, et on va essayer d'accéder. Donc connexion, donc on va faire l'opération encore une fois, SLV Web, donc un anti-slash administrateur. Comme j'ai dit, vous aurez besoin de s'authentifier bien sûr, hein. Donc 1, 2, 3, comme étant le mot de passe, hein, pour cette machine, et on va accéder. Donc ça prend un peu du temps, mais de toute façon on va accéder, Inch'Allah.
Mais on va accéder sur le serveur web cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on a choisi le numéro de port 5000. Avec la même adresse IP, on va accéder également au Windows Server 2012. Donc, oui. Et voilà, je suis sur le serveur web. Comme vous voyez. Voilà. Donc, je vais faire le même test. Donc, je vais sortir de cette machine. Et je vais faire le deuxième test, c'est-à-dire l'accès au Windows Server 2012. Donc vous avez ici normalement le bureau à distance. Donc cette fois-ci, au lieu de 5000, on va faire quoi? 5001. Et on va se connecter. Bien sûr, regardez ici, on va changer les informations de l'option. Donc ici, au lieu de SLV Web, on va faire normalement serveur 1. Voilà, serveur 1, c'est le nom de la machine Windows Server 2012. Donc, comme j'ai dit, donc on a changé le nom du serveur cette fois-ci parce qu'on on va accéder à Windows Server 2012. Donc, on voit ici, si vous faites ici CMD et vous faites hostname, vous allez trouver que le nom de ce serveur c'est serveur 1. Donc, la même chose. Donc, on a fait ici serveur 1. Donc, on a fait une erreur encore une fois. Donc, serveur 1. Donc, anti/administrateur. Et le mot de passe, bien sûr, pour accéder. Donc, on attend un petit moment et on va accéder, Inch'Allah, à cette machine également, à savoir Windows Server 2012. Pourquoi? Parce qu'on a choisi cette fois-ci le port 5001. Donc, regardez. Donc, on a accédé au serveur Windows 2012 avec la même adresse IP, à savoir le 20.0.0.1. Donc jusqu'à maintenant, donc on a testé bien sûr la communication, ou bien on a testé le NAT statique avec le PAT. Donc on va passer directement en NAT dynamique. Donc le NAT dynamique, normalement je vais le traiter dans une autre vidéo pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Donc rendez-vous à la deuxième vidéo.